Ok. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur RPMP, les voix du débat pour un événement un peu spécial ce soir. Donc c'est pas un débat, c'est pas une conférence comme celle que vous avez pu voir récemment. Ça va être une courte conférence qui va nous être présentée par Ergotisme sur le thème le libéralisme est le seul moyen de redresser la France. Donc Ergotisme a cherché longuement un contradicteur pour un débat dans le cadre de cette affirmation, ce qu'il a malheureusement échoué à trouver. Donc il va simplement nous faire une courte présentation de sa thèse et ensuite vous serez invité à monter sur scène pour le contredire, encenser peut-être sa thèse, pour discuter de ça avec lui, enfin pour échanger. Voilà, je vous rappelle que si ce contenu vous plaît, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description YouTube pour rejoindre notre communauté sur Discord, pour participer à des événements comme celui-ci. Si vous nous écoutez en podcast, il vous suffit d'aller sur le site Disboard afin de taper RPMP dans la barre de recherche et vous devriez nous trouver assez facilement. Je rappelle également que Ergotisme a une chaîne YouTube sur laquelle, a priori, cette émission sera également rediffusée, qui s'appelle Le Monde d'Ergo. Hein, voilà, abonnez-vous également. Je vais pas monopoliser la parole et je vais laisser Ergo nous faire sa présentation. Salut Ergo. Et salut, merci à toi, merci RPMP, tout ça, tout ça. Effectivement, ça faisait un moment que je cherchais à trouver des débatteurs en showmatch. J'en ai pas trouvé, peut-être que ça va être l'occasion ce soir d'encourager certains à vouloir venir en débat. Donc du coup, le libéralisme, on va démarrer par le début. Donc ça peut être découpé en plusieurs domaines. Ça peut aller assez loin, il y a tout ce qu'on appelle le libéralisme philosophique, le libéralisme institutionnel qui va être surtout concentré sur des institutions de démocratie libérale, avec l'état de droit, tout ça, et le libéralisme plus la partie doctrine économique. Mais là, vu que je voulais pas faire un exposé énorme et résumé Constitution de la liberté, je voulais surtout faire un focus un peu sur un cas appliqué, sur le cas de la France et essayer de montrer comment, quelque part, notre manque de libéralisme nous coûte cher. Et je sais que ça va un peu étonner les gens, parce que souvent on dit le problème de la France, c'est le libéralisme ou le néolibéralisme. Mais en réalité, je pense que c'est tout l'inverse. Donc voilà, donc on va commencer tranquillement par un petit constat de la situation en France. Pourquoi les réponses proposées aujourd'hui, je les estime catastrophiques. Et rapidement, à quoi ressemblerait une France libérale. Et après, écoutez, j'espère pouvoir répondre à tout plein de vos questions. Donc comme tout est talk, on va essayer de le démarrer avec une petite histoire. Donc cette petite histoire, c'est dans un village, dans une région d'Inde, dans lequel il y avait un problème de cobra. Ils étaient tellement nombreux, ils causaient des problèmes à la population, et que du coup, les autorités locales et donc le gouvernement local, il s'est dit que il fallait qu'il intervienne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en place? Ils ont voulu mettre en place un système de primes, c'est-à-dire que si tu ramènes un cobra mort à l'État, tu touches une prime, et ainsi de suite. Ils espéraient encourager les gens à tuer les cobras pour résoudre le problème. Sauf que les gens, ils se sont adaptés, mais ils se sont adaptés de la manière qui n'était pas spécialement la manière prévue. Ils se sont mis à élever des cobras pour pouvoir récolter les primes et se faire des thunes avec les primes. Donc du coup, les autorités locales, ils décident de mettre fin à ce système de primes. Et les éleveurs de cobras, ils font quoi? Ils lâchent les cobras élevés dans la nature, et du coup, il y a encore plus de cobras qu'avant. Donc tout ça pour dire que, bref, l'État est intervenu, il a voulu faire des trucs, il n'a pas vraiment anticipé les évolutions des comportements des gens, et finalement, il a créé une situation pire qu'à l'origine. Et deuxième chose qu'on apprend, c'est que c'est pas parce qu'on met une mesure un peu nulle en place, revenir en arrière et annuler la mesure, ça veut pas dire qu'on va nécessairement revenir à la situation initiale. Typiquement, ça peut être une situation pire qu'avant, et c'est là où on trouve un pattern qu'on retrouve sur énormément de sujets, même si là c'est la version simplifiée, et à tel point que, et là du coup je vais commencer à partager mon écran, tac 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 tac, vous me dites si vous voyez ça, tu me dis Walter si tu vois, C'est bon. et donc du coup on va commencer avec une petite citation, qui est citation de Friedrich Hayek, qui dit que la curieuse task de l'économie ou des sciences économiques, c'est de démontrer à quel point les hommes en savent peu sur ce qu'ils s'imaginent et qu'ils peuvent concevoir. Voilà. Donc,
Voilà, donc et là du coup, pour s'appliquer un peu, pour prendre un cas un peu plus appliqué à la situation française, on va prendre un exemple. On doit organiser une société. Idéalement, chacun est responsable de soi, chacun travaille, chacun produit de la richesse. Il obtient un salaire et en échange, avec ce salaire, il subvient à ses besoins et à ceux de sa famille. Il déduit une partie de cette somme à prévoir des coups durs, s'il perd son emploi pendant une certaine durée, s'il doit payer des frais médicaux, ou alors il peut prendre évidemment un contrat auprès d'une assurance pour couvrir ses frais. Avec les années, il s'enrichit, il accumule du capital, il achète une maison, etc., etc. Et une fois à la retraite, il consomme ce capital accumulé et s'il reste quelque chose, il transfère ce qui reste à ses enfants. Donc dans ce cadre, cette société, on voit que ça peut marcher pour la plupart des gens. Et en réalité, si on regarde même à l'échelle de la France aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont suffisamment de revenus pour pouvoir être dans cette dynamique. Mais donc du coup, il y a bien ce côté de capital qui est cumulé pendant toute la vie active pour ensuite être consommé une fois la retraite. Donc ça, évidemment, c'est la théorie. Et donc, mais évidemment, il y a un gros pourcentage de gens qui peuvent rentrer dans cette catégorie, qui peuvent fonctionner dans ce genre de système, mais il y a toujours des gens qui vont être particulièrement malchanceux, des gens qui vont avoir des maladies qui coûtent extrêmement cher à soigner, des gens qui vont faire des choix un peu catastrophiques, mais auxquels ça peut arriver, parce on a besoin, dans une société libre, on a besoin que les gens expérimentent. Et donc, du coup, ça implique qu'on ait besoin que les gens puissent faire des erreurs, parce qu'on apprend aussi des erreurs des autres, en copiant ce qui marche, et surtout en ne copiant pas ce qui ne marche pas. Et donc, du coup, il y a des gens qui, soit par malchance, ou voilà, ils sont nés sous une mauvaise pluie, ou alors ils ont une situation de handicap. Bref, il y a des gens qui peuvent pas rentrer dans le système. Face à ce problème, il y a plusieurs moyens d'aborder la chose. C'est la version libertarienne, donc ça tombe bien parce qu'il y a une conférence qui, je crois, dans une semaine dessus. La version libertarienne, ce serait plutôt de laisser faire la charité. Donc ça veut dire que c'est à cette personne-là, elle doit soit mendier, soit demander de l'aide à autrui. Et c'est les autres qui décident d'eux-mêmes de les aider. Ce qui, en termes d'efficacité pour les personnes les plus pauvres, c'est pas le plus efficace où on peut décider, et ça du coup c'est une variante qu'on qualifierait de libérale, mais ce sera la différence du coup entre le libéralisme et le libertarianisme, c'est que le libéralisme peut autoriser à dire on va mettre en place de l'impôt, quelque part de la coercition, hein, parce que ça veut dire que quelque part on n'a pas le choix, c'est quelque chose, on prend une partie de tes ressources sans que les gens vraiment puissent consentir. Et cet impôt, on va l'utiliser pour, entre guillemets, avoir un filet de sécurité sociale. Ça permet aux gens déjà à la fois de pas vivre des conditions horribles. Je pense que quand on est dans un pays donné, on n'a pas envie de voir des gens dans la rue en train de crever à moitié de faim. Et on peut même dire que d'un point de vue de liberté, pour pouvoir consentir à un contrat de travail, c'est la précarité peut mettre en danger ce consentement dans le sens où ben voilà, il y a notre vie qui est en jeu. Et donc du coup, on peut justifier de faire un petit peu de coercition via l'impôt, mais du coup, ça va être de manière très précise, très ciblée, en essayant de prendre en compte toutes les mécaniques qui pourraient décourager au travail. Et voilà, que ce soit vraiment un filet de sécurité sociale pour ceux qui en ont besoin. Donc, typiquement, ça va être des trucs comme des revenus universels ou plutôt des impôts négatifs, parce que le revenu universel tel quel, il n'a pas vraiment été expérimenté globalement. Des travaux au niveau du revenu négatif, qui est une variante dans laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des choses qui existent et ça marche plutôt pas mal. Et après, évidemment, il y a la version française. Et la version française, c'est on fait un système de redistribution massif où c'est l'État qui va redistribuer des revenus entre à peu près tout le monde. Et donc, du coup, on obtient un effet Cobra un peu multiplié par 10 sous stéroïdes. Donc du coup, ce schéma-là, donc ça, je crois que c'était publié dans les Échos ou Nouvelle Obs, je sais plus, mais basé sur les chiffres de l'INSEE. Et donc du coup, c'est ou l'Express plutôt, pardon. Donc du coup, on voit plusieurs choses. Donc ce que vous voyez, la courbe en bleu, ou plutôt, je vais commencer par la courbe en rouge. La courbe en rouge, c'est le revenu national avant transfert. Donc en gros, c'est la richesse produite par des individus.
avec les déciles les plus modestes qui produisent à peu près 10 000 euros par an, et les plus riches qui en produisent 133 000. Et après, en France, on a tout un tas de systèmes d'aide et d'imposition et donc de transfert qui font que on va diminuer fortement les inégalités de revenus. Et donc, du coup, le décile inférieur se retrouve à 28 000 euros et le décile maximum se retrouve à 87 000. Déjà, première chose qu'on peut voir, c'est que si on regarde les contributeurs nets au pays, on voit que ça démarre à partir du décile 6. Donc, ça veut dire qu'il y a 40% des gens qui sont des contributeurs fiscaux, c'est-à-dire qu'ils vont donner plus en impôts que ce qu'ils récupèrent en transfert, en aide, tout simplement. Et donc, du coup, bah, déjà, en réalité, si on essaye d'avoir une vision saine de la démocratie, normalement, déjà, on va y voir un problème. Le fait que tu puisses avoir une majorité de la population qui puisse voter et que, du coup, tu aies vraiment une majorité électorale qui puisse voter pour recevoir et prendre plus bah, des revenus de ceux qui sont au-dessus d'eux pour se les transférer vers eux, c'est quelque chose d'assez gênant. Et il y a un deuxième effet qui se coule, où là, je vais vous demander d'être un peu plus attentif. C'est que, par exemple, de prendre quelqu'un ici, entre D3 et D4, donc qui touche, voilà, il produit à peu près 25 000 euros, et il en touche à peu près 34. Et imaginons que cette personne-là, ben, parce qu'elle a fait des cours du soir pour obtenir un diplôme supplémentaire, ou parce qu'elle fait des heures sup, ou parce qu'elle a accepté un poste plus exigeant, etc., etc., elle saute et elle se met à produire 42 000 euros. Donc, normalement, c'est quelque chose qu'on voudrait encourager, hein, évidemment. Et donc, du coup, bah, justement, c'est voilà, la personne a fait beaucoup d'efforts. Et quand on regarde son revenu réel, son augmentation, elle passe du coup alors qu'elle a produit, donc pour passer de 25 à 42, donc ça fait plus 12. Non, plus 17, pardon, j'ai n'importe quoi, je sais plus faire de maths. Et en revenu réel, du coup, elle passe de 34 à 41. Donc, du coup, sur ces plus 17 qu'elle a de richesse produite, en réalité, elle en a récupéré plus, elle a fait un plus 7 dessus. Donc, je vous invite à faire la division, mais 7 divisé par 17, ça veut dire que sur les 17 000 euros qui ont été engrangés, elle en touche à peu près 35%. Et tout le reste est parti dans les taxes. Donc imaginez, donc là on ne parle pas juste des efforts pour d'une journée normale de travail, mais potentiellement des efforts supplémentaires pour atteindre des revenus plus hauts. Il y en a, en réalité, il y en a que 35%, en tout cas quand tu es dans ces tranches-là, il y en a que 35% qui te reviennent. Donc du coup, c'est très décourageant évidemment pour le travail. Si je vous le mets en version linéaire, qui est aussi basée sur les chiffres de l'INSEE, même si ça c'est un graphe que j'ai chopé sur Twitter, mais c'est à peu près les mêmes chiffres, où bah, c'est pareil, quelqu'un qui produit 4 fois plus que la personne avec les revenus inférieurs, bah, en réalité elle touche qu'1,4 fois plus. Donc, et là, on n'est pas sur des inégalités, voilà, on n'est pas sur les 1% les plus riches, c'est qu'on a des taux de taxation voilà, qui sont autour des 65 ou des 70% sur ce travail supplémentaire. Et donc, du coup, je vais vous arrêter à dire, bah, typiquement, quand on parle des cigarettes, je pense que tout le monde comprend que taxer les cigarettes, ça va décourager les fumeurs à consommer du tabac et ça va les encourager à arrêter de fumer. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe quand on taxe autant le travail? Je pense que la conclusion est assez facile. Et donc, du coup, bah, je sais, en tout cas, moi, je mets au défi pour tous ceux qui disent que le problème de la France, c'est le libéralisme. Je les invite à mettre un adjectif à ce genre de schéma. Et si l'adjectif que vous trouvez à ce genre de schéma, c'est libéral, ben écoutez, je pense qu'il va falloir les consulter. Parce que clairement, c'est pas ça, une distribution des revenus libérale. Donc voilà, donc du coup, bah forcément, on décourage, mais voilà, là, je suis pas en train de faire un argument en disant, regardez, les impôts sur les plus riches, ça a un impact négatif sur l'économie, même si évidemment c'est vrai, mais voilà, c'est que même les gens au milieu, il y a un système d'imposition en France qui décourage le travail, donc du coup, bah forcément, on a une croissance qui est à la ramasse, du coup, bah, on se retrouve comme des cons à ne pas à manquer de prospérité, tout simplement.
Et donc du coup, bah, typiquement, les salaires, où est-ce que ça se retrouve en réalité? Donc typiquement, on voit un montant total qui est payé par l'employeur, avec du coup des charges patronales, qui en réalité des charges patronales, si l'employeur les payait pas, c'est de la marge pour potentiellement payer du salaire, évidemment. Et donc du coup, on voit un gros bloc santé, et on voit surtout un gros bloc retraite. Et pareil, une fois donc le salaire brut, il y a encore un gros bloc retraite qui est là, avec un peu de sécurité sociale, du chômage et de la santé. Et après, derrière, il y a l'impôt et enfin ce qui est reçu. Ce qui fait qu'à peu près, en moyenne, il y a entre 50% et 65% entre ce qui est payé par l'employeur et ce qui finit par atterrir sur le compte en banque. Il y en a 65% qui est parti pour pas mal de salaires. Pour les plus bas salaires, c'est plus autour des 50%, parce qu'on a des mécanismes comme le CICE qui fait des allègements de taxes à ce niveau-là. Donc du coup, bah voilà, encore une fois, hein, ça encourage toujours pas à travailler, et surtout, là où où je voudrais que vous soyez attentifs, c'est sur le composant de retraite, où aujourd'hui, c'est à peu près 30% du salaire brut, les dépenses de retraite. Dans les années 80, c'était un peu autour des 15 à 18%. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on a une population vieillissante et que du coup, on a un système par répartition. Et donc, du coup, bah, à leur époque, nos aînés, quand ils travaillaient, il n'y avait pas beaucoup de retraités, ou en tout cas, il y en avait beaucoup moins. Donc, du coup, ils n'avaient pas beaucoup de cotisations retraite, ou en tout cas des taux qui étaient bien plus raisonnables. Et que nous, bah, on a beaucoup de retraités. Le nombre d'actifs par retraité est de 1,6, donc c'est assez catastrophique. Et nos retraités, on les paye bien, voire même trop bien. Et ça, je viendrai dessus après. Et donc, du coup, bah, on se retrouve avec ce système fou où même si les salaires ont augmenté, bah, vu que les cotisations, elles ont augmenté un peu partout, bah, en réalité, on a l'impression que notre net, à la fin, il augmente pas tant que ça. Et c'est pour ça que bah, pour être augmenté de 100 balles sur votre net à la fin, bah, faut que votre employeur, il en débourse 400 balles, concrètement. Donc, voilà. Et donc, du coup, cet impact, cet effet-là, il a aussi ces transferts-là, quelque part, ça devient aussi une mission de l'État. Et donc, du coup, prenez le temps, 5 minutes, d'imaginer la répartition du budget de la France et de dire, bah voilà, imaginons 1 000 € de dépenses publiques, comment est-ce qu'on la dépense? Et donc, du coup, je vous laisse réfléchir un peu 5 secondes et je vous donne la réponse tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'espère que dans votre tête, vous imaginiez un département de la justice, typiquement, avec un peu plus de moyens. Là, qui aujourd'hui, là, c'est donc sur 1 000 €, c'est 5 euros. Là. Je sais même pas si vous le voyez, à mon avis, avec le fait que ce soit un peu flou. Et donc, du coup, on voit que clairement, la dépense principale de l'État, pardon, je me suis trompé, c'est les retraites. Aujourd'hui, c'est 420 milliards. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand Bayrou disait qu'il fallait économiser 40 milliards, c'est 10% du budget retraite. Et bien sûr, aucun politique veut taper dedans parce que bah, c'est un gros électorat. Mais aujourd'hui, l'État, alors que normalement, quand on imagine le rôle d'un État, on se dit, bah voilà, c'est le régalien, c'est la défense, c'est la sécurité, c'est la recherche, ça peut être potentiellement la santé, l'éducation, etc., etc. Mais voilà, on se dit pas que le principal rôle de l'État, c'est de faire de la redistribution des revenus entre les gens, de prendre dans la poche de l'un pour donner dans la poche de l'autre, et ainsi de suite. Or, quand on regarde au niveau budget, bah, c'est principalement ça. Surtout que, en réalité, dans les dépenses d'éducation et de défense, il y a un truc très rigolo, c'est que l'État, en réalité, donc on a vu pour le privé, il y avait à peu près 30% du brut de cotisation retraite. Dans le public, selon les secteurs, ça va être entre 78% et 126% de cotisation de retraite qui sont cachés dans les départements, dans les budgets de l'éducation. Donc ça, en réalité, quand on dit qu'on a le budget de l'éducation qui est au-dessus de la moyenne de l'OCDE, il y a une partie non négligeable qui sert à payer des retraités du public, des anciens de France Télécom. C'est même pas forcément des anciens profs, hein, ça peut être des anciens de France Télécom, c'est parce qu'il n'y a pas de séparation dans les budgets du public. Et donc, du coup, on se retrouve avec en réalité, ce budget retraite, bah, il y a un petit bout dans l'éducation, un petit bout dans la défense, un petit bout un peu partout, qui sont en réalité des dépenses de retraite. Et quand on ajuste les budgets de l'éducation avec ces dépenses de retraite, on est en dessous de la moyenne de l'OCDE et pas qu'un peu. Hein. Donc, c'est quand même
assez énorme de dire, bah voilà, on a collectivement, ou en tout cas au niveau de la manière dont on vote et nos politiques, ils ont mis la priorité clairement sur la qualité de vie de nos retraités, au mépris des gosses qui sont dans les classes, des salaires des profs, etc. etc. Alors, avant de partir là-dessus, attends un petit peu. Là aussi, où je voudrais que vous soyez un peu attentifs, c'est la petite boîte orange, là, sur la charge de la dette. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu les différentes discussions économiques, mais la charge de la dette, en général, on la met en face de la croissance. Donc nous, par exemple, on paye à peu près 2%, on a une dette de 110% du PIB, et les intérêts représentent à peu près 2% du PIB. Donc, en général, qu'est-ce que ça veut dire, ou en tout cas plutôt la relation entre dette et croissance, c'est que dans un cas où on a une croissance qui est assez élevée et qui est supérieure aux intérêts de la dette, bah, en réalité, c'est pas vraiment si gênant que d'avoir de la dette. Parce que bah du coup, tu fais grossir ton en gros, c'est comme si un individu avait une dette à la banque. En faisant grossir son patrimoine, bah du coup, la dette, elle devient plus petite par rapport, euh, par rapport, euh, par rapport au patrimoine. Et donc, du coup, au moment de renouveler la dette, parce qu'on la paye jamais vraiment, on fait que la renouveler à l'infini ou presque, le fait d'avoir fait grossir son patrimoine, ça fait qu'on peut négocier des meilleurs taux d'intérêt et du coup, bah, ça devient entre guillemets quelque chose d'assez gérable. Et les gens riches, par exemple, les gens riches font souvent ça, où ils vont emprunter en disant je mets mes actions en face. Tant que les actions montent, bah, du coup, la charge de cette dette-là, elle est très raisonnable. Par contre, si leurs actions elles font moins 50%, là, tu as la banque qui vient toquer à leur porte en disant les gars, soit tu rembourses, soit les taux d'intérêt, ça va pas être les mêmes. Et nous, bah, typiquement en France, on a une croissance qui est dégueulasse, pour être sympa. On a un budget qui est un déficit de 6% du PIB. Donc ça veut dire que notre budget, il est en négatif. Notre budget, on n'est pas en négatif parce qu'on doit payer, parce qu'on fait des investissements. Parce que typiquement, s'endetter pour construire une autoroute, en général, ça vaut le coup parce que bah, l'autoroute, elle va créer, il va y avoir des entreprises qui vont profiter d'avoir cette autoroute, qui du coup vont grossir, qui vont générer de la richesse, et du coup, tu vas avoir la croissance du pays qui va augmenter, et donc du coup, ça va compenser un peu cet investissement. Mais là, aujourd'hui, les principaux endroits de notre déficit, c'est beaucoup sur de la retraite en réalité. Donc du coup, on crée du déficit, on crée de la dette pour dépenser de l'argent dans des choses qui ne rapportent rien en termes de croissance. On voit aussi que nos gouvernements, bah, ils n'arrivent pas à faire un budget, ils sautent tous les 3 mois dès qu'il faut commencer à mettre un budget en place. Bayrou, il a essayé de faire un budget qui réduisait un petit peu le déficit, même si pour moi, évidemment, il ne le réduisait pas du tout au bon endroit. Mais il essayait un petit peu et très vite, bah, il a sauté, il a jamais rien réussi à faire. Et donc, c'est pas pour rien que du coup, bah, les agences de notation, elles commencent à baisser notre note. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une partie de cette dette. Dès qu'on va devoir la renouveler, on va la renouveler avec des taux d'intérêt plus élevés. Et du coup, ça va être une charge qui va être de plus en plus haute jusqu'à temps que notre système, bah, il s'effondre complètement. Et même si pour l'instant ça paraît loin, je vais reprendre la citation d'Hemingway en disant qu'il y a deux façons de faire faillite, doucement puis rapidement. C'est dans le sens où à partir du moment où elle devient, au début c'est très tranquille, et dès que ça devient gérable, ça peut aller très très vite et avoir un système vraiment qui se pète sévèrement la gueule. Donc voilà, donc du coup, parmi les propositions de solutions, on a eu le budget Bayrou. Le budget Bayrou qui était célèbre, ou malheureusement célèbre pour ces 2 jours fériés de travail supplémentaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 jours de travail gratuit. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail est encore plus taxé, parce que c'est une taxation indirecte du travail en réalité. Le travail rapporte encore moins, sachant on est déjà étouffé par les taxes, que celui ne paie plus. Voilà. Augmenter les cotisations qui sont déjà à 30%, c'est pas envisageable. Donc voilà, lui il a proposé ce truc-là, mais on sait que ça marche pas. Le Cornu aujourd'hui, il a déjà évoqué une augmentation des retraites de 6 milliards. Donc ça veut dire que ce bloc-là, il va continuer à grossir. Bref, et du coup, bah, vu qu'il veut faire des baisses au niveau de l'État et de l'organisation de l'État,
Mais si c'est pour derrière les absorber par des hausses sur les retraites, ça va à peu près servir à rien et ça va pas améliorer notre situation vis-à-vis du budget. Et donc, du coup, ça va pas du tout. Sachant qu'en plus, on a une dépense, donc ça, c'est la courbe d'Armé-Barreau, qui est un peu une courbe qui fait un peu le calcul du point optimal de dépenses publiques. C'est qu'en gros, quand on a peu de dépenses publiques, on, a, on manque d'infrastructures, et donc du coup, ça limite la croissance du pays. Et à l'inverse, quand on a trop de dépenses publiques, bah, ça étouffe les initiatives privées, et donc du coup, tu fais baisser ta croissance. Sachant que le point optimum, selon les études, il est entre 25 et 35% de la dépense du PIB. La France, on est les champions du monde, on a 57%. C'est-à-dire qu'on voudrait faire comme les pays scandinaves qui, eux, sont autour de 45 pour le Danemark et tout. Bah, faudrait déjà sortir la tronçonneuse et commencer à attaquer sévère. Donc voilà. On a aussi des propositions comme la taxe Zuckman, mais la taxe Zuckman, elle est pas vraiment constitutionnelle. Et on sait déjà qu'en plus de ne pas taxer ce qu'elle veut taxer, elle serait catastrophique pour l'économie. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'elle a un impact négatif sur la croissance, qu'elle rapporterait très peu. Donc de toute façon, voilà. Elle est même pas constitutionnelle, donc même en pratique, on pourrait pas la faire. Et typiquement, pour donner un exemple, une entreprise comme Mistral ne pourrait pas exister. Les personnes qui ont fait Mistral, la boîte d'IA française, seraient obligées de vendre l'entreprise pour pouvoir payer la taxe. Donc ça veut dire qu'elle serait probablement vendue à l'étranger, évidemment. Donc bon, je pense que c'est pas ça qu'on souhaite. Si on veut de la prospérité dans le pays, c'est clairement pas ça. Euh, au niveau de nos chers retraités, donc bah du coup, si je dois en venir aux propositions, en disant ben voilà, c'est quoi les réformes libérales, c'est quoi les priorités. Bah écoute, quand on voit le niveau de vie de nos amis retraités, de nos boomers, bah du coup on se rend compte que bah la France c'est le seul pays dans le monde où les boomers et bah, ils ont plus de revenus que les actifs. Leur croissance, bah voilà, ils ont leurs revenus, ils augmentent plus vite parce que du coup, vu qu'on a indexé les retraites sur l'inflation ou presque, et qu'on les augmente tous les ans, ben, en réalité, là, surtout avec la période d'inflation là, des dernières années, ben, les retraites, elles augmentent plus vite que les revenus des actifs. Et en plus, les retraités, cet argent-là, ils n'en utilisent pas des masses. Pour beaucoup, ils l'épargnent, et 2 tiers de l'épargne française, c'est du retraité. Donc du coup, ben, si on revient là-dessus, ben, la première réforme, c'est de casser ce système de répartition que démographiquement n'est plus tenable, taper dans les retraites. Je pense que du coup, bah voilà, quand on voit ces chiffres, on voit que y a de la marge. On peut faire descendre leur niveau de vie en dessous de celui des actifs. Pour beaucoup, ils ont accumulé du capital toute leur vie. Ils n'ont pas de raison de continuer d'accumuler du capital dans leur retraite. S'ils ont une maison avec 4 chambres parce qu'ils avaient des enfants, bah, ils peuvent vendre leur maison, prendre une maison plus petite, dégager du capital s'ils ont besoin. Voilà. Aujourd'hui, on pourrait le faire. Si on tient absolument à épargner les petites retraites, bah, plutôt que de dire on baisse toutes les retraites de 10% et comme ça on gagne 40 milliards, bah, du coup on pourrait dire à la place on baisse de 30% tout ce qui est au-dessus de 1500 euros. Dans le sens où si vous touchez 3000 euros, bah, on prend tout ce qui est au-dessus de 1005, donc 1005, et on enlève 30%, donc ça veut dire que vous passez de 3000 à 2500 euros. Pour les retraités, c'est pas incroyable. Il faut aussi cibler les retraités du public, parce que les retraités du public, ils sont partis trop tôt, ils ont moins cotisé, et c'est pareil, il y en a beaucoup qui ont des retraites assez énormes alors qu'ils sont partis à 55 ans. Et de toute façon, on n'a pas tellement le choix, hein, parce qu'aujourd'hui, on doit choisir entre l'avenir de notre pays et la prospérité future, ou nos boomers. Et donc voilà, une partie de cet argent, du coup, hop, je passe un peu trop vite. Une partie de cet argent, faut qu'il revienne en pouvoir d'achat. Donc si je reviens sur ma slide ici, bah, il faut que ça redevienne du salaire net. Il faut aussi pouvoir financer de la capitalisation, parce que c'est bien beau de payer les retraites des boomers, mais il faut que les générations d'après, bah écoute, les boomers, ils auraient dû dans les années 80 changer le système et réformer le système pour qu'ils tiennent dans le futur. Mais bah, ils n'ont pas voulu le faire, donc bah, du coup, c'est sur nous que ça tombe, hein, c'est sur notre génération concrètement. Donc si on ne veut pas être un poids pour les générations futures, plus on capitalisera, moins ce sera quelque chose qu'ils auront à payer.
Et donc, du coup, mais il faut en même temps redonner une partie du pouvoir d'achat aux actifs. Du coup, il y a deux solutions. Donc, déjà, c'est baisser une partie des retraites et en mettre une partie en capitalisation. Redonner un peu de pouvoir d'achat. Et après aussi, il faut pouvoir permettre, du coup, la création d'entreprises pour redonner de la prospérité et de la croissance au pays. Pour ça, il y a un levier d'action principal, c'est qu'on doit simplifier le système. C'est que comme ça, on a l'impression que c'est une mesure juste pragmatique, mais c'est vraiment une mesure qui est mise en avant par les libéraux. Pour avoir de la liberté économique, il faut que la coercition soit la plus anticipable possible. C'est-à-dire que faut que je puisse, en disant, ben voilà, demain je décide de montrer mon entreprise, il faut que ce soit facile pour moi d'anticiper la coercition que je vais avoir de l'État. Donc pour ça, ça veut dire que le système, il doit être clair, il doit être simple, et tu ne dois pas avoir 25 000 exceptions. La France, on est le pays avec des 500 taxes et impôts. Donc autant dire que là, faut faire du ménage. Faut diminuer le nombre d'impôts. On n'a pas besoin de 500 impôts. On a besoin d'un impôt sur le revenu, d'un impôt peut-être sur les sociétés, d'un impôt sur le foncier, notamment sur le foncier nu, ça c'est pour nos amis georgistes. Une TVA, qui potentiellement peut être ajustée pour un peu les produits polluants, augmenter la TVA sur les produits polluants et la baisser un peu sur les produits moins polluants, et ce qu'on appelle de taxes pigouviennes, en quelque sorte. Et voilà, mais un nombre d'impôts qui doit être comptable un peu sur les mains avec ses 10 doigts. On pourrait supprimer aussi toutes les niches fiscales qui vont avec, hein, évidemment. S'il y a plus 500 impôts, il n'y a plus de raison d'avoir autant de niches fiscales. Et du coup, baisser les impôts sur le travail. Partout, il y a ce qu'on appelle des effets Laffer, c'est-à-dire que les impôts, ils baissent. Finalement, ils finissent par baisser. C'est des impôts qui sont tellement forts qu'ils baissent les recettes fiscales parce qu'ils font diminuer la croissance. Et pour ça aussi, et ça, c'est plus les modèles scandinaves. J'ai dit les modèles scandinaves, mais les modèles scandinaves, c'est pas les plus libéraux. Mais ils ont une manière d'aborder la redistribution et l'intervention de l'État qui est quand même assez libérale dans sa façon de faire, où par exemple, ils ont une base d'imposition très large. Ça veut dire quasiment tout le monde paye l'impôt sur le revenu. En France, tu as 45% de la population qui paye l'impôt sur le revenu. Donc tu vois, eux, les pays scandinaves, ils sont très progressifs leur impôt. Ils montent jusqu'à 55%, ce qui est assez élevé, effectivement. Mais voilà, nous, il y en a déjà la moitié qui ne le payent même pas, l'impôt sur le revenu, voire plus de la moitié. Et au niveau des aides, on a des aides très dégressives, c'est-à-dire que au fur et à mesure que tes revenus augmentent, tes aides baissent. Et typiquement, ça crée un peu les effets de seuil que j'ai dit tout à l'heure avec les 70% de travail supplémentaire qui part dans le système de redistribution. C'est que on a des aides qui sont dégressives, donc du coup, au fur et à mesure que tes revenus augmentent, tes aides baissent. Et typiquement, au Danemark, ou dans les pays scandinaves, ils ont une universalité des aides, ce qui permet d'avoir un consentement beaucoup plus fort à l'impôt aussi. C'est pour ça que eux, typiquement, ils acceptent beaucoup plus des impôts très élevés, parce qu'ils ont, ils ont l'impôt sur le revenu qui finance quasiment tout, et ils ont l'impôt sur le revenu et la TVA qui financent quasiment toutes les dépenses de l'État. Voilà, en deux impôts, ça contient quasiment tout. Et voilà, ils ont cette universalité de l'impôt et cette universalité des aides. Et finalement, c'est grâce à ça qu'ils peuvent se permettre d'être plus généreux qu'un système purement libéral. Donc du coup, donc c'est pour ça que voilà, en plus de réformer notre manière, bon évidemment, en plus de tout ça, il y a tout un tas de régulations qu'il faudrait couper. Je pense qu'on a un avantage énorme qui est l'Union européenne. C'est pas que des avantages, mais c'est aussi des avantages. Et un des avantages principaux de l'Union européenne, c'est de profiter du fait qu'ils apportent une couche de régulation qui est quand même assez énorme sur beaucoup de domaines. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de régulation supplémentaire en réalité sur beaucoup de sujets. Et qu'en faisant moins de régulation, on a forcément plus d'opportunités économiques. Je sais par exemple, alors ça pour le coup, c'est un truc européen, mais quand on parle de la RGPD, pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose qui protège le consommateur contre l'exploitation de certaines données, qui oblige à l'encryptage de certaines données des consommateurs. D'un point de vue consommateur, c'est excellent. Par contre, d'un point de vue boîte de tech qui veut émerger, c'est assez catastrophique et c'est en partie pour ça que de Microsoft européen, on n'en a pas.
De Apple européen, on n'en a pas, de Google européen, on n'en a pas, de Amazon, on n'en a pas, etc., etc. Pour l'agriculture, on n'a pas besoin des normes françaises pour l'agriculture, les normes européennes sont déjà suffisantes, surtout que avec le marché européen, on ne peut pas vraiment taxer les imports, donc du coup, si on veut plus de régulation, il faut aller manifester à Bruxelles, clairement. Mais on n'a pas de raison de le faire à l'échelle française. Et donc voilà. Donc du coup, une fois qu'on a tout ça, on peut se permettre d'avoir un peu plus de prospérité. Et pour la partie universalisation des aides, en France, on a beaucoup d'impôts, mais on a aussi beaucoup d'aides différentes. On a les APL, on a le RSA, on a le minimum vieillesse, on a la hache, l'aide handicapée, et probablement tout un tas de trucs dont j'ignore les primes d'activité, probablement tout un tas de trucs dont j'ignore même l'existence. Et tout ça, ça a des frais de gestion assez énormes, parce que du coup, c'est des aides à chaque fois différentes. Et clairement, en France, je pense qu'on est un bon cas dans lequel on pourrait faire une espèce de pseudo-revenu universel ou ou d'impôt négatif, ou en économisant des frais de gestion, on pourrait dire que voilà, en dessous d'un certain nombre de revenus, vous avez le revenu universel qui vient booster un peu de manière automatique, de la même manière que votre déclaration d'impôt, elle est automatique, et le prélèvement de vos impôts, elle est automatique. Rien n'empêche de faire la même chose avec un revenu universel ou un pseudo-revenu universel. Avec ça, d'ailleurs, on peut aussi privatiser l'assurance chômage, parce qu'avec un revenu universel, les gens, s'ils se retrouvent sans activité, soit ils prennent une assurance chômage privée pour eux, soit ils se débrouillent avec le revenu universel quand ils perdent l'emploi. Et donc, du coup, ça, quelque part, on redonne du pouvoir d'achat aux actifs en faisant ça. Donc, alors, oui, il y aura effectivement de plus grandes inégalités de revenus. Si on revient à ça, du coup, on se rapprocherait de la courbe bleue, évidemment. Mais avec une économie sans un État obèse pour la ralentir et une prospérité qui bénéficiera à tous. C'est là où du coup j'ai mis l'article. Et pour vous dire que c'est possible et que c'est pas impossible, c'est Javier Milei, il a fait baisser la pauvreté en un an et demi de réforme libérale. Euh, il est à un taux de pauvreté plus faible qu'avant sa prise de pouvoir. Donc oui, avec des réformes pro-prospérité, on peut avoir une prospérité qui bénéficie à tous. Et je sais que ça paraît bizarre, mais oui, on peut. Et surtout, c'est qu'en France, on a un capital humain, on ne s'en rend pas compte, mais qui est assez énorme en réalité. On a des boîtes comme Ariane Group, comme Dassault, comme Airbus, on a Mistral. Et finalement, c'est des entreprises qui demandent que ça, de faire avancer le progrès humain, de faire avancer la technique, et eux de se faire de l'argent. Mais en faisant ça, de faire bénéficier aussi en partie, c'est de l'argent aussi pour tous ceux qui sont impliqués dans le système, qui travaillent dans ces boîtes, et une croissance globale pour le pays. Donc voilà, donc même si je finis là-dessus, c'est parce que je voulais, même si effectivement l'actualité, elle n'encourage pas vraiment à être optimiste, hein, quand on regarde les sondages en faveur plus de nouvelles taxes que vraiment de baisse des dépenses, et cette espèce du refus du constat de nos problèmes de dépenses, Bayrou a essayé d'ouvrir une fenêtre d'Overton en parlant des boomers qui nous laissaient pas un monde très, très joyeux. Mais voilà, je pense que c'est important d'insister sur ce capital humain et de dire que la France, on a quand même un sacré potentiel. Donc, si avec avec quelques réformes, il y a moyen qu'on aille très loin. Et, euh, et voilà. Et en tout cas, c'est pour amorcer un peu la discussion. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, que ce soit dans le libéralisme ou dans autre chose, je peux vous recommander des bouquins où on peut continuer la discussion dans les questions-réponses. Et puis, si ça vous a offensé, je vous attends soit en question ou en plus intéressant encore, mais plutôt en showmatch. Et voilà pour cette présentation. Ok, merci Ergo. Donc maintenant le public, ça va être le moment de lever la main, hein. Si vous avez une remarque, une contradiction à apporter, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, le but étant quand même que cet échange finisse sur un voilà sur un show match. Mais bon, c'est pas non plus obligatoire. Si vous avez simplement une question, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je sais pas, par exemple tout à l'heure on a parlé d'impôts négatifs ou de choses comme ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. N'hésitez pas, il n'y a pas de honte. Si vous savez pas et que vous voulez juste monter poser une question, faites-le aussi. Si vous voulez venir contredire Ergotisme, c'est encore mieux. J'attends que vous leviez la main. Ah, on a Noisika. Alors, Ouais. Noisika, hop, je t'invite à monter. Voilà. Je vais mettre aussi, bon, le petit compteur de temps de parole, ça fait joli sur l'écran. On t'entend très bien. Hop, on t'écoute. Alors, je voulais juste revenir sur, avant d'aller sur les critiques, etc., sur le premier graphique que tu as montré, Ouais. celui qui montre sur l'impôt sur revenu. Attends, je repartage mon écran. Merde, je peux plus.
Tu m'as enlevé les droits pour. Ah, attends, non, non, c'est pas ça, c'est parce que du coup j'avais mis le mien. Bah attends, je Non, mais l'enlève sinon, et voilà, tu peux Attends, partager. vas-y. Donc, tu me dis celui sur les inégalités, les revenus avant transfert et après transfert? Ouais, déjà, c'est la source, c'est l'INSEE, c'est ça? Ou Ouais, c'est. ouais, c'est l'INSEE. Ok. Moi, j'aurais une question parce que j'aurais que j'ai du mal à comprendre. Là, il n'y a pas la légende. Parce que ça parle pour moi de deux choses assez différentes. D'un côté, on a du coup effectivement les revenus en rouge du coup. Ouais, Ça, c'est les revenus bruts, bah, c'est j'imagine, les revenus bruts avant transfert. par an, ouais. Ouais, Et en bleu, ce serait après redistribution. ouais. Mais là, on parle de quelle redistribution? Parce que là, ce qui est marqué, c'est les services publics. Comment ils ont Mais, calculé cette redistribution? Est-ce qu'ils parlent d'argent net? Est-ce qu'on parle de le résultat, par exemple, des hôpitaux qu'on consulte, des salles de théâtre qu'on va regarder quand on habite à un endroit où c'est un théâtre national qui est payé par l'État? Je prends un exemple un peu con, mais comment c'est calculé ce truc bleu? J'ai vraiment du mal à voir le lien entre les deux. mais t'as tout ce qui est APL, prime d'activité, allocation familiale, tout ça, tout ça. Et tu as effectivement aussi la partie service public, où typiquement tu vas avoir des gens qui vont payer très peu Mais d'assurance d'accord, mais maladie, du coup, d'assurance maladie et qui vont toucher beaucoup plus. c'est amalgamé là dans ton truc bleu là. Par rapport au truc rouge, il y a à la fois tous les services publics, donc l'école, l'hôpital, les retraites, tout est pris en compte. Et d'un autre côté, les APL, les aides directes, on va dire. Ouais. Et quelle est la proportion de ça? Parce que pour moi, ça m'a l'air très différent. Et d'ailleurs, je ne sais pas Bah comment calcule l'INSEE, mais on oui et non. remarque que plus on est privilégié, plus on a des transferts de capital, enfin, on a du transfert de l'État. Non, au contraire. Enfin, au contraire, Si, par tes exemple, transferts, ils sont négatifs, le bilan de tes transferts. bah non, par exemple. Ah bah, le bilan peut-être, mais en tout cas, simplement ce que te investit l'État pour les classes les plus aisées de la population est plus grand que pour les classes inférieures. Prenons l'exemple par exemple des écoles privées. Les Ouais. écoles privées récupèrent plus d'argent de l'État. Alors c'est pas que de l'État, c'est aussi des municipalités, ça je te l'accorde, enfin et plutôt des régions. Ça, à la rigueur on pourrait aller dans le détail, mais dans un cas, ce cas concret, plus une école est privilégiée, plus elle fait partie, elle a en son sein des personnes issues de la bourgeoisie. Quand je dis bourgeoisie, j'entends au sens bourdieussien, donc culturel, économique et social. Plus on appartient à une tranche haute de cette bourgeoisie, plus l'État investit dans notre éducation. Et de même, par exemple, pour les théâtres nationaux, qui se trouvent largement plus dans des villes, des endroits aisés, plus proches des habitants qui sont justement les plus aisés. Je prends cet exemple-là, mais il y en a sur plein d'autres sujets. Là, c'est l'éducation et c'est la culture. Mais là, sur d'autres sujets, du coup, j'ai du mal à comprendre comment on peut calculer, euh, par exemple, un écart de 18 000 euros pour le décile le plus faible, alors que pour Ouais. les supérieurs, on est beaucoup moins que ça. Enfin, Bah pour moi, le regarde, transfert, il est pas bon là. ouais, bah, Ou en après, tout cas, c'est trop large. La prise en compte est trop large après et elle n'a pas beaucoup de sens. ça, tu peux te plaindre auprès de l'INSEE si tu veux. Après, c'est quand tu fais le bilan de tous ces transferts. C'est que typiquement, on sait à peu près combien par mois ou combien par an dépense un Français moyen en santé. On sait combien ça coûte au système un Français moyen. Et on regarde par rapport aux revenus. Et on sait qu'il y en a qui payent beaucoup plus que ce que le salaire moyen, que le salarié, que ce que dépense un salarié moyen en santé. Et t'en as qui payent beaucoup moins. Et donc ça, plus ça, plus ça. Tu vois, par exemple, si tu es dans un système, on serait dans un système privatisé dans lequel il n'y aurait pas d'assurance maladie, une mutuelle pour un adulte de la trentaine, c'est à peu près 400 balles par mois. Et après, quand tu arrives vers les retraités, tu arrives vers 500. Sauf que tu veux avoir des gens qui vont quasiment rien payer, ou qui vont payer 50 balles par mois en cotisation, parce que vu que du coup c'est un pourcentage des revenus, bah, ils vont payer 50 balles, et t'en as qui vont payer 800 balles. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu as tes transferts. C'est que tu comptes 300 euros par Français de dépenses de santé, tu fais des moyennes là-dessus. Après, je suis d'accord pour dire que la culture, le fait que les grands théâtres soient subventionnés, c'est complètement con, évidemment. Mais il n'empêche que Ça n'existerait pas concrètement. quand on additionne tout, mais de toute façon, en tant que libéral, je vais pas te dire que les subventions de l'État, c'est génial. Donc, je vais plutôt être d'accord. J'entends. Mais quand on additionne tous les transferts, en tout cas, c'est ce que mesure l'INSEE, c'est ça. D'accord.
Mais après, tu vois, par exemple, là, dans ton graphique, tu vois bien qu'un revenu de 10 000 euros par mois, après redistribution, c'est 28 370 euros. En prenant en compte tout ce qui a à faire à la santé, qui est quand même, comme tu l'as montré plus tard, est quand même la plus grosse dépense publique, il n'y a pas C'est les dépense de retraites. l'État. C'est les retraites, la plus grosse dépense publique. C'est les Oui, retraites et et la effectivement. protection sociale. La santé, c'est un gros morceau. Après, c'est un gros C'est que morceau santé, ouais, j'amalgame santé et protection sociale, mais effectivement, c'est un gros dépenses. morceau Mais à peu qui est près, consommé aussi beaucoup par les on boomers. dirait même ordre de grandeur. Mais je suis d'accord, oui, c'est pas exactement, mais ça reste quand même Ah ouais, mais un gros regarde, dépense. tu vois, toutes les redistributions, enfin la protection sociale et les retraites, c'est 107 plus 253, c'est quand même un sacré morceau sur 1000. Bien sûr, mais en fait, par exemple, là, dans ton dépense publique, il faut bien prendre en compte, en fait, ces deux tableaux-là, il faut les mettre en parallèle. C'est-à-dire que dans ta dépense publique qui est redistribuée en transfert aux SMICAR, par exemple, ou ceux qui ont les plus bas revenus, il y a une partie c'est dans l'éducation, une partie c'est dans la fonction des administrations, une partie c'est dans les transports, une partie c'est dans les allocations, effectivement, mais c'est une partie très minoritaire qui correspond à peine à 10%. Pour la santé, c'est à peu près 20%. En fait, c'est là où il faut faire attention, c'est Non, que mais cette espèce de transfert. ça change rien que globalement, on fait ce genre de transfert quand même. Et que du coup, ça décourage, et que il y a un Bah, il côté faut dégressif à ces transferts et qui décourage le travail. Ça reste vrai. Sans qu'il faut être plus minutieux sur ce tableau-là, je pense qu'il n'est pas, il est pas très. Enfin, il Voilà. faudrait qu'il soit beaucoup plus Je te laisse libre, t'es libre segmenté. d'envoyer un mail à l'INSEE si tu veux, si t'es pas d'accord avec leur méthodologie, mais je sais pas quoi dire de plus. Non, mais il ne montre pas que après transfert, on a l'équivalent de ce salaire-là très concrètement dans la vie de chacun. En plus, ça dépend de beaucoup trop de paramètres, comme je l'ai déjà montré, Oui, enfin, comme je l'ai déjà dit. évidemment, c'est une simplification, mais c'est une simplification qui montre bien que quand même, avec tes augmentations de cotisation que tu vas avoir un peu partout, tes 17 000 euros générés, tu vas en voir la couleur tu en verras la couleur que de 30%. Ou 40%, ça dépend des tranches. Là, j'ai pris les tranches où j'ai trouvé l'exemple le plus flagrant. Mais voilà, c'est pour dire un ordre d'idée en disant, mais voilà, imagine tu fais une heure supplémentaire, on te dit qu'on t'en prend 70%, tu dis, bah voilà, l'heure supplémentaire, j'ai peut-être pas envie de la faire en fait. Après, l'heure supplémentaire, elle est pas taxée à 65% comme tu l'entends. En fait, c'est un. Je me permets, mais c'est un faux calcul parce que quand Non, tu as. mais ouais, mais du coup, Quand tu augmentes ton salaire, les dépenses de santé qui sont liées à ta personne vont pas, a priori, ne vont pas augmenter. si, tes Les. dépenses non, mais par contre, enfin si, elles vont augmenter, c'est tes cotisations d'assurance maladie, elles vont du coup Non, augmenter en absolu. les dépenses, ok, les dépenses, ok, on parle pas la même chose, mais en termes de personnes. En gros, l'État ne va pas dépenser plus d'argent en santé pour Ouais, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois que pour quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois. ouais, Très grosso modo. ouais, si on simplifie et on dit qu'on a ces 300 euros par Français, par an en moyenne, bah oui, mais tu vas voir, quand ton salaire il va augmenter, tu vas te retrouver à payer 350, 400, 500, 600 euros par mois d'assurance Oui, mais ça, c'est maladie. dans ton. Oui, mais là, mais du coup, ce graphique n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'augmentation de l'impôt sur le revenu en fonction des tranches. C'est ça qui Bah, augmente. Les dépenses de l'État envers toi, d'ailleurs, augmentent, mais ça, ouais, à la mais rigueur, on n'est pas tes d'accord. cotisations aussi. Mais ne va pas d'un seul coup diminuer, à part sur les aides, donc c'est quelque chose d'assez faible, hein. Quand tu es payé 10 500 euros, 3 000 euros par mois, le nombre d'aides auxquelles tu as accès, c'est déjà très réduit. Donc quand tu augmentes ton salaire à 3 000 ou 4 000 euros, le nombre d'aides de l'État ne diminue pas nécessairement Bah ouais, envers mais toi. tes cotisations, elles D'ailleurs, il augmentent. augmente plutôt. Oui, tes cotisations augmentent, mais du coup, ce graphique n'a pas d'intérêt. Il faut regarder ce qui augmente dans ton impôt sur le revenu. Mais C'est ça qui en augmente. l'occurrence, là, C'est la dépense. c'est toi qui veux isoler l'impôt sur le revenu. Mais justement, il n'y a pas que Mais il y non, a mais pas que ton impôt ne sur le pas revenu qui l'isoler augmente. n'a aucun sens. En fait, les dépenses de l'État, pour quelqu'un qui gagne 4 000 euros par mois, quelqu'un qui gagne 1 000 euros par mois, elles sont substantiellement les mêmes. En fait, même d'ailleurs, c'est même l'inverse de ce que tu penses, c'est que plus tu Mais gagnes tes d'argent, cotisations, plus c'est pas l'État les paye mêmes. pour toi. Mais tes cotisations, c'est pas les mêmes. C'est que si sur ta Oui, du fiche coup, de c'est paye, ça qu'il faut regarder. si l'État dépense toujours 300 euros par mois pour toi, et que toi, dans tes cotisations, t'es passé de 400 à 800, tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu une augmentation de ce que l'État te prend. Donc c'est Oui, mais il n'y a pas une d'augmentation, il n'y a pas de augmentation. diminution des transferts. En fait, il n'y a pas de diminution des Ouais, mais transferts. du coup, c'est toi, bah si, c'est une augmentation des transferts, et c'est toi qui isole l'impôt sur le Non. revenu, et de pas Ok, mais voir les que du transferts, coup, tu as une augmentation les transferts, c'est de ce que cette donne. taxe-là. Non, attends, les transferts à ton tableau, c'est ce que donne l'État à la personne. Donc, en gros, quand tu augmentes ton salaire, ça ne diminue pas ça n'augmente pas les transferts de l'État. Ouais, mais regarde, enfin, Ce qui change, c'est la cotisation, c'est la part de cotisation. Ça, c'est ouais. vrai que ça change. Plus tu es payé, plus tu cotises.
Mais c'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Parce que les transferts, d'ailleurs, c'est même plutôt Ouais, mais proportionnellement inversé. c'est ça justement, c'est ce qui augmente, c'est ce qui fait que passé un Mais dans ta certain stade, démonstration, tu ton travail as parlé du il paye décile moins. 4 à 5 et enfin, du décile 3 au décile. À 6, J'avais ouais, à plus peu ta près. Ouais. démonstration exacte. Décile 6, tu parlais de 35, enfin, 65% de taxes. Bah ouais, C'est pas vrai. mais c'est de la taxe indirecte. Si tu comptes les hausses de cotisation qui vont au-delà de tes dépenses, c'est de la taxe cachée. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une représentation malhonnête de dire qu'il y a 65% qui partent dans le système de répartition et de taxes. Mais c'est pas le cas, c'est pas 65% entre ces deux déciles. Ce Bah qui change, si. c'est la différence entre le transfert et. Mais le problème, c'est que ce transfert-là, il n'a pas de sens en fait, de le Bah, prendre en compte. en l'occurrence, Ce qu'il faut l'État te prendre en compte, transfère c'est moins et après, c'est toi qui finis par transférer à l'État. Tu vois, l'assurance maladie, typiquement, quand tu es en dessous d'un certain seuil, bah, si tu payes que 250, bah, tu comptes que l'État te transfère 50. Et si tu payes 350, c'est toi qui as un transfert c'est toi qui donnes 50 balles à l'État. Et c'est comme ça que c'est compté. Oui, mais Et c'est pas comme ça que ça se passe dans les faits. bah, si. Quand tu es payé 2500 euros, t'as pas 500 euros d'aide de l'État, et quand tu es payé 3500 euros, c'est pas toi qui donnes 500 euros à l'État. Enfin, Bah, c'est pas comme ça que ça se passe. si, c'est en partie comme C'est ça les que ça se passe, ouais. cotisations qui augmentent. C'est en Ah partie non, comme quand tu ça as que ça 2500 se passe. euros, l'État te donne pas 500 euros. T'es taxé aussi, t'es taxé moins que quelqu'un qui est. Et encore d'ailleurs, c'est que sur les tranches supérieures que t'es taxé davantage. Bah ouais, C'est parce que progressif. c'est à la fois régressif du coup sur certaines aides et progressif sur l'imposition. Donc quand tu as tout pris en compte, tu obtiens ça. Et c'est important d'avoir cette vision globale. Parce que comme je l'ai dit, c'est Après, qu'on ce que a, tu n'as pas dans ta vision globale, c'est on a un que tu vois système. pas la demande Non aussi. mais c'est qu'on a un système en France qui est beaucoup trop complexe et justement c'est pour cacher ce genre de truc et c'est extrêmement toxique et c'est pour ça que c'est important de pouvoir prendre du recul. C'est peut-être Non, c'est pas simplificateur pour complexe, toi je si peux tu veux, mais comprendre. c'est important quand même de voir Mais que non, c'est pas sur des simplificateur revenus du tout. supplémentaires, tu perds de l'argent. Enfin, il y a beaucoup d'argent qui repart dans le système Non, mais et tu pas peux sur dès que ton tes compte. cotisations augmentent. On est d'accord, mais c'est pas aussi élevé que ce que toi tu indiques d'une part. Et d'autre part, Bah, il y a aussi une chose que tu prends la vision globale que tu ne c'est les prends pas maths, du tout en hein. compte. C'est Fais 7 mais non, divisé par justement. 17, 7 divisé par 17, et puis voilà. Et Mais non, t'obtiens. parce que les transferts, ça prend pas en compte ce que tu. C'est pas de l'argent direct, c'est des dépenses publiques. Mais t'as pas Enfin besoin bref, que ce soit de on l'argent parle direct. beaucoup. Oui, mais justement, l'argent en direct, faut voir comment les calculer, parce que l'argent en Mais, direct, elle est plus souvent mais encore une visée fois, vers vers les riches tu que vers fais les des pauvres en moyennes. France. Tu fais des moyennes, tu vois les dépenses moyennes d'un Français, tu vois combien ça coûte par mois. Tu vois que c'est à peu près une assurance privée, ce serait à peu près 300 euros par mois. Tu considères que c'est le truc moyen. Et quand tu payes 300 euros d'assurance maladie, bah, t'es à zéro. Quand tu payes 350, t'es à moins 50. Et quand tu payes 250, t'es à plus 50. Et tu comptes ça comme un transfert. C'est peut-être simplifié si tu veux, mais aujourd'hui, ça permet de voir comment fonctionnent les transferts en France et comment il y a la redistribution des revenus. Comment se font les transferts entre individus. Mais là, c'est pas la redistribution directe, c'est les services publics. Donc déjà, enfin bref, on parle pas de la même chose depuis tout à l'heure, je pense. C'est toi, tu parles de trucs qui n'est pas représenté dans ton graphique. Moi, je te parle des transferts. Quand tu as les transferts, ça prend tout en compte. Ça prend aussi l'éducation en compte, ça prend la justice, ça prend tout. Du coup, c'est Oui. très compliqué à calculer. Effectivement, si tu Bah lises non. sur la moyenne de tous les Français, ça n'a aucun sens parce que déjà, tu remarques pas que plus tu es privilégié en France, plus l'État investit infrastructurellement C'est pour faux, toi. ça, en plus. Ah, si. Bah, sinon, regarde, sinon ton truc des transferts, ça n'aurait aucun sens. Bref, sinon ton tableau n'a aucun sens et c'est pas le cas. Les plus revenus ont plus d'argent et pourtant ils ont une progressivité plus élevée. Donc il y a déjà ça. Puis deuxième chose que tu ne prends pas du tout en compte dans ton tableau global, c'est que si par exemple là, imaginons on retire tous les transferts de l'État. J'exagère un peu, je pousse à l'absurde de l'histoire. Quelqu'un qui est payé 10 400 euros, 10 480 euros, le dernier décile en moyenne, par mois. Bah, il pourra jamais se loger, il pourra pas consommer, et du coup, tu ralentis l'économie au global. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu as une récession globale de l'économie parce que la Alors, consommation n'est pas relancée. Ça, prendre c'est un autre point. prendre un mec pour le donner à un autre, c'est la consommation, c'est la même, hein. Si tu me prends Bah, 100, pas du tout, justement. Ah si bah tu me non, ça donnes s'est 100 montré balles, dans plein d'études. Ah, si je suis plus. capable de consommer 100 balles autant qu'un autre mec est capable de consommer 100 balles, hein. Mais non, ah bah non, c'est complètement faux. Quand tu donnes 100 balles, imaginons que tu as un revenu de 10 000 euros par an. Bon, imagine que tu as un revenu, à faire les chiffres, de 1 500 euros par mois. Si on te donne 500 euros sur ton salaire, tu vas consommer plus que quelqu'un qui gagne 10 Ouais, 000 mais euros et si, qui passe à 10 500. ouais, Ça c'est sauf que faux là, de dire. quand tu regardes les déciles, c'est quelqu'un qui est à 3000. Si tu le passes à 2008 pour donner 200 à celui qui a 1500, les deux sont largement capables de dépenser autant, hein.
Ah, Ils sur les vont, plus bas, ils, sur les plus bas déciles, ils oui, vont, l'augmentation de la ils vont peut-être consommation. pas dépenser sur les mêmes choses, mais je suis désolé. Un décile, 41 000 euros par an, 41 000 euros par an, t'es pas à 10 000 euros par mois, hein. Enfin, fais le calcul. Mais Non, mais c'est pas le même sujet. 40 000 euros, c'était à 2007, si je dis pas de bêtises. Non, mais globalement, en fait, mais ça, c'était montré par plein d'études. Ou Là, 2006. pour le coup, c'est vraiment baqué par dans tous les pays quasiment du monde, c'est quasiment tout le temps le cas. Ouais, mais Plus t'as ça tes entre... revenus sont faibles, plus ton augmentation de salaire se transfère dans la consommation. Et Ouais, bon. pas ni dans le patrimoine, ni dans le loyer, c'est dans la consommation Mais directe. en Donc tout cas, là, avec ton tableau, tu permets à ça la France maximise de rien du consommer tout. plus. T'auras aucune étude Ah qui si. montrera que ça apporte de la croissance de faire ça. T'en auras pas. Ah, ça, c'est autre chose, mais j'ai dit que ça apportait de la consommation. Ouais, mais encore une Après, fois, si tu décorrèles la consommation à la croissance, ça, encore une c'est encore un autre fois, sujet. ça change Mais c'est rien. pas la croissance le sujet, c'est la consommation. Ouais, mais non, c'est pas que la consommation. Bah, si tu augmentes les revenus de quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, je t'assure que sa consommation ne va pas autant augmenter que si tu donnes cette même augmentation à un SMICard. Ouais, mais t'as besoin Je prends aussi, l'exemple t'as extrême. besoin aussi de gens qui ouvrent des PEA, qui font ce genre de trucs. Ça veut pas dire que c'est nécessairement pas positif pour le pays de transférer de 100 balles à un truc à un autre. Et de manière générale, de Ah toute oui, mais du façon, coup, tu t'inscris dans et tu en t'inscris plus, dans une doctrine regarde mon argument économique d'après. classique, du coup. Mon argument d'après, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des transferts, il est vers les retraités qui, eux, pour le coup, épargnent. Donc, si tu veux avoir ce genre d'argument, il faut moins transférer vers les retraités et comme ça, les gens Oui, mais dépenseront ça, c'est un autre plus. sujet. Parce que Là, on parle des travailleurs. je suis d'accord qu'un trentenaire qui veut acheter son logement, qui veut acheter une bagnole, qui veut acheter tout ça, il va dépenser bien plus que le retraité qui a déjà tout. Oui, mais ça, c'est une question d'accumulation du capital, parce que Non, le on parle pas capital aujourd'hui est d'accumulation de détenu par capital. les... Ah si, le capital en France, c'est largement détenu par les retraités. Ah oui, oui. Ça, Enfin, c'est factuel, là, le pour le coup. patrimoine immobilier, oui, il est il est beaucoup Pas possédé que. par les boomers. Pas que. Ouais, Après, si tu vois les mais boomers, ils sont globalement, le pas. patrimoine français est largement aux mains oui, ce que tu appelles les boomers. Et c'est Ouais. ça qui fait que ils consomment en moyenne, même si c'était une redistribution, les plus bas retraités consomment bien leur retraite. Par contre, les plus hauts niveaux de retraite, voire ceux qui n'ont pas de retraite, qui sont juste des bourgeois au sens de ils sont des rentiers. Oui, effectivement, eux consomment moins bah, parce qu'ils sont littéralement des rentiers. Quand tu gagnes des centaines de milliers par mois, effectivement, tu ne consommes pas plus quand tu gagnes 100 000 ou 200 000 de plus. Ouais, ça change pas grand-chose. Non, mais là, on n'est pas. Alors qu'un petit retraité, si. Là, toute la discussion qui est dans laquelle j'ai fait la conférence, justement, j'ai pas parlé des mecs qui étaient à 100 000 euros par mois. Donc, du coup, Oui, mais ce genre de justement, truc, là, il y est a un assez trou, inopérant. il y Mais a un bref. trou entier, parce qu'aujourd'hui, la moitié du patrimoine est détenu par. Enfin, c'est un peu moins que la moitié en PIB par année est détenu par les 500 familles les plus riches de France. Du coup, bah, si ton sujet, c'est pas eux, bah, tu élimines Mais non, une grosse part du capital en France, quoi. mais le truc, c'est que les phénomènes que je décris, c'est des phénomènes qui ont justement, j'ai fait exprès de prendre cet exemple-là, c'est sur des tranches de revenus qui sont pas le top 1%. Et que justement, notre système aujourd'hui, le top 1%, 1% c'est justement pas pas une grosse partie de la population. Et, et tu vois Ouais, mais c'est une il y a part déjà ce genre substantielle de de problème. l'économie française, quand même. Oui, en termes d'économie française, mais tu vois, aujourd'hui, Ah, si c'est pas ton notre sujet problème de retraite par et que ton truc répartition, récurrent, c'est redresser tu la vois, France, quand même. ouais, mais notre problème démographique de retraite, de machin et tout, il a rien à voir avec, il a rien à voir avec le top 1%. C'est parce qu'on a fait des mauvais choix politiques. C'est que le top 1%, il avait déjà, quand ils ont mis en place la retraite à 60 ans et la retraite par répartition, ils étaient déjà très tunés, ils tenaient déjà une bonne partie du patrimoine, etc., etc. Oui, le sujet n'a rien à voir avec les retraites, ça, je te l'accorde, mais justement, Et voilà. c'est que c'est Bah une oui, question mais d'accumulation de patrimoine. aujourd'hui, la priorité de la France, c'est de réformer les retraites. C'est pas d'aller taper sur le top 1%. Mais en fait, c'est toi que tu as amalgamé deux choses. C'est que tu dis, oui, les boomers, effectivement, ces générations-là, qui est à la retraite, elles, en effet, consomment moins, même si, enfin, elles consomment moins parce qu'elles accumulent du patrimoine. Mais par contre, ce que tu n'arrives pas à voir, c'est qu'il y a une disparité entre ces retraités, qui sont que ceux qui touchent une retraite parce qu'ils ont travaillé et qu'ils ont des revenus, on va dire, entre 2000, entre 1500 et 3000 euros, donc un peu le gros du panier, bah, eux, ils consomment. Et en fait, tu Ouais, décorrèles la ils question. épargnent beaucoup. Oui, les vieux en général, ils consomment moins, mais c'est parce que la plupart du patrimoine est dans leur camp. Bah ouais, mais aujourd'hui, Ça n'a rien à voir on avec les prend retraites. un mec qui touche 2500 balles, on lui prend 200 balles pour que le retraité, il soit à 2005 aussi. Avec moins d'imposition alors qu'il a moins besoin de cet argent. Donc ça change rien au problème.
Ok, bon, si ça te dit, Nausicaa, on pourra organiser un show Bien sûr, match bien sûr. entre toi et Ergo sur le sujet des retraites. Et puis ça fait un moment qu'il cherche quelqu'un, justement, ça t'intéresserait? Pas nécessairement. Non? On verra. Bon, Enfin, c'est c'est trop dommage. tôt pour dire. Oui. Bon, en tout cas, voilà, si ça t'intéresse, tu pourras créer un thread, hein, proposition sujet show match. Et bon, comme ça, vous aurez 90 minutes, plus encore une fois FAQ du public à la fin. Et vous pourrez voir ça un petit peu plus en détail. T'avais un dernier mot à rajouter? Non, parce que sinon, après, je me suis pas attaqué sur le fond du sujet, hein, mais c'est juste pour montrer que voilà, c'est plus... enfin, les questions des dépenses. Après, je ferai aller sur les dépenses de l'État. Tu as amalgamé dépenses publiques et dépenses de l'État, c'est quand même des choses très différentes, euh, mais voilà. Bon, je laisserai Ok, les ok. autres personnes s'intéresser à ces questions. Ça marche. Bah, merci Noisika. Je te fais redescendre. On a Loupi qui est le suivant à avoir levé la main. Je t'invite à monter, Loupi, et on t'écoute. Et on On ne t'écoute. t'entend pas, Loupi. Mais c'est Euh, une blague ou quoi? Ah, Ah Ah, c'est ouais, là ça bon, y on est. c'est bon. m'entend. Voilà. Là on m'entend. Ok. Moi je voulais te demander parce que au début tu précises, tu dis oui, si c'est ça ce que vous appelez, bah, vu notre modèle social, si ça vous appelez ça une politique libérale, c'est que vous vous trompez sur la manière dont vous appelez le libéralisme ou vous définissez le libéralisme. Mais moi j'ai l'impression que euh, quand on essaie de dire que on vit dans un État libéral, on accuse moins le modèle social actuel. On sait évidemment que c'est un héritage des communistes, que la tournure que prend nos politiques depuis 20 ans, 20-30 ans. Et depuis 20-30 ans, toutes les politiques actuelles sont là pour privatiser, pour baisser les impôts sur les sociétés. Carrément, même, je pense qu'il y a des politiques qui vont dans ton sens. Notamment, on a enlevé l'ISF pour mettre en place un impôt foncier. Ça, c'est un truc qui pourrait te plaire, mais au final, on y perd plus en faisant ça que l'inverse, que si on avait gardé l'ISF. Et moi, j'ai l'impression vraiment que les politiques libérales qu'on mène, elles nous mettent littéralement dans le mur. Quand on regarde d'autres pays qui ont des politiques libérales, comme, comment ça s'appelle ce pays? Les États-Unis, on sait que leur dette augmente, qu'ils ont beaucoup plus d'inflation que nous. Et quand tu regardes des États qui mettent en scène des politiques, notamment qui mettent des impôts sur la fortune, comme en Espagne, là, on voit que la dette par rapport au PIB baisse légèrement et qu'on a des meilleurs résultats parce que justement, on arrive à plus capter de budget, d'imposition. Et donc, qu'on est plus correct. Mais je suis pas du tout d'accord avec ton analyse. Ton analyse. Pour moi, l'État, il est toujours dans une tendance interventionniste. Macron, c'est quand même, il a fait la réforme retraite pour ajouter 2 ans de travail aux actifs, et après, qui a donné 14 milliards d'économies, et après, il a augmenté les retraites de 14 milliards. Donc, pour moi, on n'est pas dans une démarche, on est encore dans une démarche interventionniste avec l'État qui intervient le plus possible. Macron, il n'a pas vraiment fait de mesures de simplification. Alors, il y a quelques trucs pragmatiques, comme tu l'as dit, la baisse sur l'impôt sur les sociétés. Mais la baisse sur l'impôt sur les sociétés, ça a généré une augmentation des recettes fiscales de cet impôt. Donc, oui, effectivement, il y avait un gain, un effet Laffer qui est assez commun sur les impôts sur les sociétés. Et en le baissant, il a fait augmenter nos recettes fiscales. Alors certes, avec la complexité du système français, établir la causalité là-dedans, c'est compliqué parce qu'on a 500 impôts différents. Mais il n'empêche que les recettes fiscales de cet impôt-là ont augmenté malgré la baisse. Donc oui, il y a quelques trucs pragmatiques qui passent comme ça de manière anecdotique, mais c'est très anecdotique. Et pour l'ISF, on perdait de l'argent en fuite de capitaux. On perdait littéralement de l'argent partout où ils l'ont mis en place. Alors l'exemple de l'Espagne, moi je vois plus l'exemple de la Norvège où ils l'ont mis en place et ils ont perdu plus que ce qu'ils ont gagné en recettes fiscales. En France, quand on y a mis fin et qu'on l'a remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, il a été comment on a arrêté la fuite de capitaux et c'est stoppé. Donc les gens évidemment sont pas revenus, mais au moins la fuite de capitaux c'est stoppé. C'est pour ça que remettre en place des impôts sur le patrimoine, on sait que les impôts sur le patrimoine c'est catastrophique. Aux États-Unis, c'est là où ils ont poussé l'étude le plus loin, parce qu'à un moment, tu as Elizabeth Warren qui avait proposé ça en 2016, si je dis pas de bêtises. Et tu voyais l'impact sur la croissance qui était assez catastrophique. Et que du coup, bah, tu finissais plus par perdre en recettes fiscales sur d'autres impôts parce que tu faisais baisser la croissance de ton pays. La Norvège l'a eu, et tout ça.
Et moi, l'Espagne, on parle de la gauche qui a fait diminuer le déficit, mais moi, je veux bien qu'on soit à l'espagnol avec un SMIC qui est aussi bas que le leur, quoi. Ça boostera notre économie. Oui, non, mais alors, c'est vrai qu'ils ont pas un SMIC de fou. Ouais, Euh, ils sont bien plus, ils sont bien moins imposés que nous, donc oui, ils ont plus de marge de manœuvre, mais de la même manière, tu vois, tu regardes la Pologne, moi je peux prendre l'exemple de la Pologne qui a fait beaucoup de réformes libérales. Tu vois leur PIB par habitant qui accélère beaucoup plus et qui commence à rattraper le nôtre. Tu vois, l'exemple le Danemark, ils ont fait pas mal de réformes libérales aussi, où maintenant ils sont fortement capitalisés. Bah ouais, ils ont une croissance qui, elle, arrive à tenir à peu près le choc, à faire concurrence avec le PIB par habitant des États-Unis. oui, là, on a l'impression que tout l'enjeu, ça reste uniquement de pouvoir l'enjeu de la croissance économique. Bah, Moi, je dis c'est pas, la prospérité, c'est je la reconnais prospérité. je dis pas qu'il faut finir comme les Italiens, à avoir beaucoup trop de dettes et que ça soit même pas vivable pour les habitants du pays lui-même. Mais euh, là où moi ça m'agace, c'est que j'ai l'impression que ça n'a jamais vraiment marché de faire ça et que même certains pays comme l'Allemagne se mettent du coup à investir de nouveau et du coup à s'endetter et que ça permet quand même de relancer un peu l'économie. Ça me paraît un peu bête de juste mettre en scène le paradigme qui consiste à dire si on est dans la croissance, faisons de l'austérité, si on est dans la croissance, le pays ira mieux. Parce que je Bah, pense pas que ça soit le cas, même si je sais que mon niveau de vie s'améliore de Bah, plus en plus. regarde en Argentine, il a fait 7% de croissance, où il était pas loin des 7% de croissance. La baisse de la pauvreté, tu l'expliques comment en Argentine? Parce qu'il n'a pas fait plus de redistribution. C'est la croissance qui a bénéficié à tous. Donc oui, Je connais pas la situation. on gagne tous à avoir de la croissance en réalité, c'est la prospérité. Même on peut dire on a des gains qui sont inégaux entre les gens, mais tout le monde y gagne. Et je te dis, l'Argentine, Et ça, pour le coup, la pauvreté est en baisse. Alors que je te dis, ils ont fait des réformes qui ont boosté, ils ont pris de la croissance, ils ont fait baisser la pauvreté. Donc c'est pas du tout impossible hein, de dire tout ça. mais surtout, tu dis on y gagne tous, alors justement, de manière très inégalitaire, parce que même quand tu posais ton graphique sur les transferts, on voyait bien que en part de revenus, euh, avant transfert et après transfert, le dernier décile permettait largement le passage avant-après transfert des trois premiers déciles. Que finalement, il y a quand même une classe au niveau du dernier décile, les personnes les plus aisées, qui dans tous les cas s'en sortent très très bien. Même après transfert, sont largement au-dessus du niveau de revenu moyen du ménage moyen. Et que c'est quand même ça très étrange, puisque on voit bien Bah, que après transfert, tous les revenus arrivent à peu près à s'égaliser, alors que le dernier décile, à chaque fois systématiquement, est bien au-dessus du reste. bah, il passe quand même, tu vois, de 133 à 87, il prend quand même cher. Hein. Enfin, Soit, c'est presque une diminution de un tiers, un peu plus d'un tiers. c'est voilà, c'est Euh, 30%. mais, C'est ces 30%-là, ça permet d'augmenter d'un tiers les trois premiers revenus à chaque fois, bah ouais, mais qui est ce incroyable. 1%, s'il a entre guillemets un intérêt personnel à aller encore plus loin dans sa quête de profit, bah là, il va faire bénéficier tous les gens en dessous aussi. Ça, j'en suis pas sûr. À la limite, Bah, l'argument quand tu montes des de entreprises et la tout, courbe Laffer, en général, le top 1%, c'est les patrons d'entreprise. Donc ça veut dire que en tout cas, leur fortune, elle est associée beaucoup aux entreprises qu'ils possèdent. Et donc du coup, ça va être, plus leurs entreprises sont croissantes, bah, plus ils vont essayer de recruter et de continuer à croître. ah, mais pour moi, tu vois, ça, tu oublies le fait qu'avec la mondialisation, euh, il est à l'avantage d'une entreprise comme Sanofi de se délocaliser ailleurs pour justement croître d'autant plus. Donc, ils vont effectivement recruter, mais plus recruter des Français. Ah, mais Ils tout le vont monde n'a licencier des pas. Français pour recruter des Chinois ou je ne sais qui, Ouais, mais des pour revenus plus ça, bas, quoi. c'est pour ça que les pays, la plupart des pays d'Occident, ils se concentrent, ils ont raison de se concentrer sur des métiers à haute valeur ajoutée. C'est que je suis d'accord pour dire qu'avoir des Français qui fabriquent des chaussettes, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, des Français qui font des cartes électroniques ou qui font des fusées ou qui font des avions de chasse, bah,
c'est des produits à bien plus haute valeur ajoutée, et t'as pas beaucoup de pays dans le monde qui ont le capital humain pour faire ça. Ah, et du coup, tu te retrouves. Ouais, non, mais Bah oui, mais à ce moment-là, il c'est faudrait le peut-être principe. faire suivre avec une. Non, mais regarde les États-Unis. Après, les États-Unis, tu parles de leur inflation et tout, mais c'est Trump qui a mis en place des politiques qui sont plutôt antilibérales, donc évidemment. Mais regarde les États-Unis, c'est pour ça que leur politique protectionniste, elle est complètement conne. C'est que les gens, ils veulent ce qu'on veut. Enfin, on a des économies et on a un coût du travail qu'il faut qu'on fasse, faut qu'on fasse des voitures hyper high-tech, qu'on fasse que des produits à haute valeur ajoutée. Et du service à haute valeur ajoutée, etc., etc. C'est le seul moyen de continuer à croître et comme de faire de plus en plus de croissance. Mais ouais, mais je vois mal dans quel sens ça serait à notre avantage. Je veux bien comprendre, oui, l'impôt sur la société, en le baissant, on a permis de lancer beaucoup plus d'individus dans juste, de faire beaucoup plus de recettes fiscales parce que les individus vont investir, donc on va pouvoir dégager plus d'argent. Mais je vois pas dans quel sens ça me paraît logique de démanteler notre système social, alors que moi j'avais vu que Ah, le système américain, il coûte beaucoup plus en part de PIB pour finalement avoir moins de résultats et coûter beaucoup plus d'argent individuellement aux contribuables. alors, Euh, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, j'ai pas proposé, tu vois, j'ai pas dit on privatise l'assurance maladie et tout le monde se retrouve à devoir payer des assurances privées. Ce que j'ai proposé une fusion des aides pour en faire une espèce de revenu universel slash impôt négatif. J'ai pas proposé un démantèlement non plus catastrophique. Et j'ai proposé de baisser les retraites. et Donc, de faire tu une vois, part de capitalisation. Mais et pour en faire justement, une cette part de partie capitalisation. capitalisation et une part un peu pour un peu le pouvoir d'achat des actifs qui est un peu trop écrasé aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression que si on fait par capitalisation, ça va indirectement, on va retomber dans le même problème des boomers qui n'investissent plus dans le système et qui ne font qu'épargner. Ouais, mais là c'est l'actif, c'est toi qui es obligé de dédier 1% de ton salaire brut à un fonds de pension. Ou à un fonds, ou si tu veux le mettre sous ton matelas, tu peux le mettre sous ton matelas, mais tu es obligé de dédier 1% de ton salaire dans un premier temps. Enfin, je dis un chiffre au pif, hein, c'est pas forcément 1%. Oui, Mais, ouais, tu peux largement dire dans un premier temps, 1%, ça va dans un fonds de pension, et puis voilà. Si ouais. tu veux une alternative d'État pour les gens qui n'ont pas confiance dans les marchés boursiers, je trouverais ça complètement con, mais à la limite, pourquoi pas. Après, Tant c'est qu'on laisse la compliqué aussi possibilité parce aux que gens. pour moi, j'ai l'impression que tu pars aussi d'un présupposé comme quoi les agents au sein de l'économie sont très rationnels. Or, le jeune qui vient de se mettre sur le marché du travail, oui, il pourrait très bien se dire, bah, il faut que je prenne une assurance maladie, c'est hyper important, que je puisse mettre de l'argent de côté en permanence. Mais euh, à cet âge-là, il comprend même pas qu'il a 43 meilleures années de sa vie Mais à constituer moi, pour ses mensualités de là, retraite, etc. là-dessus, moi, je ferais un système, tu vois, c'est un peu comme l'assurance voiture. C'est que on oblige les gens à prendre une assurance voiture en disant, ben voilà, vous pouvez faire des dégâts à autrui, et donc du coup, on vous oblige à prendre ça, sinon vous n'avez pas le droit de rouler. Moi, je ferais un peu pareil en disant, alors dans le cadre d'un revenu universel, tu n'es peut-être pas obligé d'avoir une assurance chômage, mais si tu fais pas de revenu universel et que tu es en mode un truc un peu hyper hard, bah, rien t'empêche de dire, on veut forcer les gens à se protéger pour pas qu'ils soient à la charge de la société. Et du coup, bah, on force les gens à dédier une partie de leur argent à prendre une assurance chômage et à prendre au moins une assurance santé. Mm. Ça là-dessus, ça me choque pas du tout de dire vous êtes forcé de prendre une mutuelle. Et après, tu as le choix entre différents concurrents si tu veux, ou une assurance chômage privée, et tu as le choix entre différents assureurs qui vont te proposer Donc différents toi, niveaux de service, etc., etc. t'aimerais bien taxer sur le foncier. Tu considères que ce serait une solution de taxer sur le Moi, foncier? c'est le foncier nu, surtout, j'aime bien, pour le côté georgiste. Après, l'impôt foncier, bah, l'avantage, c'est que c'est pas délocalisable. Que la rente foncière est assez problématique par nature. Je sais pas si tu veux que je développe ça ou pas, mais Ah ou oui, si- je peux l'entendre parce que de toute façon, je sais qu'il y a je sais plus combien de pourcentage de logements qui ne sont pas, enfin qui sont juste simplement mis en dehors du marché Mais en par gros, des grands groupes immobiliers non, et non, autres. mais pour faire un résumé, un truc hyper rapide, le problème avec la rente foncière, c'est que tu vois, la différence entre, par exemple, si j'ai des actions totales,
Je prive pas quelqu'un de quoi que ce soit, à part de posséder l'action totale, mais rien de bien gênant. Par contre, en détenant du foncier, bah, je prive l'accès de ce foncier-là à tout un tas de gens, et que le foncier, en tout cas surtout dans les villes et dans les zones attractives, il est très limité, et que la rente foncière, en réalité, ce qui fait que le prix de l'immobilier va doubler, c'est parce que tu as la collectivité qui a fait des investissements, il y a une école qui a ouvert, il y a des routes qui ont ouvert, il y a des services publics qui ont ouvert, et du coup, c'est des investissements dans lesquels je ne suis absolument pas responsable. Et donc, du coup, vu que quelque part, ça veut dire que en ayant le foncier qui augmente, je capte une partie des investissements de la collectivité qui me deviennent du blé bah, juste pour moi. Et donc, du coup, en taxant cette rente foncière, bah, tu redonnes à la collectivité le prix de ce qu'elle a investi. Et c'est du coup, c'est un impôt. Et tous les économistes, même les plus libéraux, même s'ils vont pas aussi loin dans le georgisme et tout, hein, parce que c'est un impôt qui est quand même compliqué à mettre en place dans son implémentation, mais tous s'accordent pour dire que c'est un des meilleurs. Ça a très peu d'effets négatifs sur le travail, sur quoi que ce soit, donc c'est un des meilleurs impôts. Taxer le foncier nu, et le foncier c'est un peu moins pire tout court, mais parce que le problème c'est que tu veux encourager de les constructions et des constructions denses. C'est typiquement le fait que si tu construis un immeuble, la taxe foncière, elle va prendre en compte le fait que ce soit. Enfin, plutôt, tu prends un terrain, si tu construis un immeuble à 1 million d'euros, le foncier, ça va être 1,5%, je crois, de la valeur de la terre plus la valeur de l'immeuble. Et donc, du coup, ça va revenir assez cher pour chaque personne possesseur d'un appartement. Alors que si tu taxes le foncier nu, bah, du coup, celui qui a une maison individuelle sur un terrain de 100 mètres, sur un terrain de 500 mètres carrés, bah, il va payer super cher. Alors que l'immeuble, tu vas avoir 4 personnes qui vont chacun posséder un appart, et qui, du coup, cette taxe-là, elle sera divisée par 4. Et donc, du coup, ça favorise énormément des constructions beaucoup plus denses. Voilà, c'est pour ça que l'LVT, c'est trop bien. Pour résumer. Ok, d'accord. Ok, bon, bah ça me va, ouais. Ok, bah merci Loupi, t'avais une dernière chose à rajouter? Non, pas plus que ça, non. Ça marche. Bon, bah merci d'être monté. Je te fais redescendre. Et la personne suivante qui avait levé la main, c'était Nico. Nico, je t'invite à monter. Il faut que tu acceptes l'invitation. Voilà. Salut Nico, on t'écoute. Yes, merci, j'espère que vous m'entendez. On t'entend Ok, nickel. super. Alors merci à RPMP, Walter et aussi à Ergotisme de recevoir ma question. Je vais essayer, j'espère que tu considéreras pas que je sors du sujet. Je vais essayer de démontrer que ta logique fait fausse route. Je vais d'abord te poser une question. Est-ce que tu penses que les richesses d'un pays dépendent de son accès à l'énergie, typiquement le pétrole? De l'accès à l'énergie, oui, ou en tout cas de production Ok. d'énergie, évidemment, c'est Je part voulais important. juste un oui ou un non, ok. Mais Donc, pétrole, imaginons- un peu moins. Tu vois, la France, avec tout le nucléaire qu'on a, on est vachement moins dépendant du pétrole. Tu réponds oui quand même. Donc, imaginons que ton budget militaire soit égal à 100 milliards, 100 ce que tu veux. Et qu'à côté de toi, tu as un pays qui possède 1000 milliards, enfin 10 fois plus que toi, et qui utilise ses ressources pour protéger son accès à ce pétrole à tes dépens. On voit bien que la logique libérale, elle atteint immédiatement sa limite. Et que invariablement, elle est contrainte par une logique de concession, voire peut-être même de soumission, et donc en définitive d'une grande inégalité. Bah, Et que même à terme, on pourrait traduire ça par une forme d'esclavagisme, si je veux aller au bout de mon image. bah, Donc, est-ce que tu comprends mon point de vue? je comprends ton point de vue, mais là, ce que tu décris, c'est une situation où tu as quelqu'un qui a un monopole, en réalité. Et ça, on est d'accord que même tous les libéraux s'accordent pour dire qu'un monopole privé, en général, ça se finit souvent mal pour le consommateur. Donc là, que ce soit ton analogie des pays ou même à l'intérieur d'un pays, si tu as un pays qui a le monopole sur une ressource, bah ouais, ça fout la merde. Et de la même manière que si tu as une entreprise qui a un monopole sur un truc, bah ça te fout la merde aussi, parce que du coup, ils augmentent les prix et tu te fais niquer à la fin et ça devient vite ingérable. Donc oui, je suis d'accord. Après, dans le cadre du pétrole, bah, du coup, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à nous en vendre. Donc du coup, tu as une espèce de concurrence. S'il y en a un qui refuse de nous en vendre, bah, du coup, quelque part, ça laisse de la place aux voisins.
Après, avec le pétrole, tu as des trucs avec l'OPEC et tout, des géopolitiques qui font que c'est un peu plus complexe que ce que je dis, évidemment. Mais moi, j'ai l'impression que là, ce que tu décris, c'est juste une situation de monopole privé et qu'effectivement, en tant que libéral, on doit éviter que les monopoles privés se construisent et que je suis même pas contre les lois antitrust, je suis pas particulièrement contre, typiquement, dans le principe, hein. Je sais pas si ça répond à ta question. Ok, oui, ça répond à mes questions, mais bon, ça répond pas directement Bah, à la aujourd'hui, compétition militaire qu'on s'impose, parce ouais, mais que au final, aujourd'hui, t'as pas un pays qui a un monopole sur le pétrole. non, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a une contrainte militaire et que cette contrainte militaire est une sorte de puits sans fond par rapport à ton budget. Bah, pas forcément. Enfin, Mais ok, j'ai posé ma question. ok. Je te Ok, remercie. ça marche. Bah, merci Nico. Donc s'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main, on va peut-être prendre quand même une personne en plus. Hésitez surtout pas. Alors Nab, j'ai vu que tu avais levé la main, hein, mais malheureusement avec le rôle d'ange, on va pas pouvoir te faire monter pour intervenir. On a Spicy. Oula, bon, il va nous dire comment son pseudo se prononce. Je t'invite à monter. Salut, on t'écoute. Spicy Picus. Ok. Spicy Picus. C'est par rapport au graphisme, enfin non pas au graphisme. Tu avais dit là que tu avais montré une image où tu disais que les retraités vivaient bien mieux que les travailleurs. Ouais. Et c'est pour ça que tu voulais baisser les retraites. Bah, c'est Mais en pas. fait, Enfin, la raison principale, c'est juste que aujourd'hui, c'est devenu ingérable. Et qu'on n'a pas le choix. Si c'est soit l'avenir du pays, soit le confort de nos boomers. Et que je pense on est vraiment dans ce dilemme-là. Et après, le fait qu'en plus, ils vivent très confortablement, c'est une motivation. Enfin, c'est le fait de dire que, bah voilà, on a encore plus raison de le faire et que on peut encore plus se le permettre. mais, il y avait quelqu'un qui avait fait remarquer que les boomers, ils avaient beaucoup travaillé. Et qu'en fait, le problème, c'était plus le nombre de cotisants. Alors pourquoi tu ne fais pas venir des étrangers en France pour travailler? Bah, tu peux, mais pour ça, déjà, tu es obligé faut attirer une main-d'œuvre qui va contribuer fiscalement, typiquement. Donc, ça veut dire qu'il faut que t'aies les gens, faut que t'aies des ingénieurs, des médecins, des trucs là. L'ingénieur indien, il va pas venir en France pour toucher 1 800 euros, hein. Donc, pour ça, il faut que tu aies des salaires qui suivent pour attirer ce genre de personnes. Après, je suis pas contre ce genre d'immigration. Après, quand on parle des cotisations des retraités, aujourd'hui, en moyenne, les retraités, ils touchent 2 fois plus que ce qu'ils ont cotisé. Donc, Et c'est quand du même un coup, truc qui devrait faire tiquer. du coup, pour toi, la France, son avenir, c'est forcément des travailleurs très spécialisés. Ben oui, si on veut, oui, je pense on a intérêt à continuer à aller vers des entreprises, enfin, des métiers de plus en plus haute valeur ajoutée. Ok, ok. Enfin, c'est pour ça qu'on fait de l'éducation, enfin, c'est pour ça qu'on veut que les gens aient de plus en plus de diplômes, etc., etc., hein. Bah, c'est bon Ok. pour moi. Ok, bah, Merci. c'est ce que j'ai demandé. Ok, bah, merci à toi, Spy. Je te fais redescendre. Donc, j'ai la question de Nap qui m'est arrivée par écrit. Le libéralisme est mal accepté, je pense, entre autres, à cause des 1% dont on a déjà parlé. Existe-t-il une stat des richesses qui ne comprennent pas les sociétés exploitantes? Les holdings, oui, mais pas les actions des sociétés type LVMH ou autres. Ah, pas Alors, sûr d'avoir. je suis pas sûr d'avoir compris quelle était la question, ouais. Ouais, moi non plus. Le libéralisme est mal accepté, je pense entre autres à Ouais. cause des 1% dont on a déjà parlé. Ok. Existe-t-il une stat des richesses qui ne comprennent pas les sociétés exploitantes? Ils prennent pas les sociétés exploitantes. C'est-à-dire, Ouais, donc si les on holdings, oui, mais en gros, ouais. il veut une stat sur les écarts de richesse sans compter les actifs financiers? Ça a l'air, oui, donc il y a une stat qui compte les Mhm. holdings, mais pas les actions des sociétés genre LVMH. Ah, moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. Je sais Et pas moi quoi non plus. répondre. Moi non plus, moi non plus. Désolé, Bon, j'ai pas bon, compris.
Voilà, malheureusement, Nap, hein, on va pas pouvoir t'éclairer là-dessus. Bon, bah écoutez, merci d'avoir participé à cette conférence. Merci à toi, Ergo. J'espère que ça va motiver des gens pour un débat, parce que le but quand même de cette conférence est de déboucher sur un débat. Je vous rappelle la procédure pour faire un débat sur RPMP. Vous allez dans le salon de trade, proposition sujet show match, vous créez votre sujet, vous pingez la personne avec qui vous avez envie de faire le débat et nous, le staff, on s'occupe de tout le reste. Voilà, vous aurez plus qu'à venir ici, mettre les pieds sous la table, préparez votre débat bien entendu, hein, et on essaiera de vous donner les conditions les plus optimales pour que vous puissiez avoir votre débat. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous à RPMP. Cliquez sur le lien dans la description sur YouTube pour rejoindre notre communauté sur Discord et participer à des événements tels que celui-ci. Abonnez-vous également à la chaîne d'Ergotisme, le monde d'Ergo. Et si vous nous regardez en podcast, pensez à aller sur Discord et taper RPMP dans la barre de recherche pour nous retrouver. Voilà, merci Ergo, merci au public de RPMP et je vous propose d'aller faire le débrief dans le haut débat dont je vous envoie le lien dans le contextuel. Voilà, Merci à merci, bonne tous. soirée tout le monde. Bonne soirée.